Il demandait à des jeunes américains, il me semble, est-ce que vous seriez prêts à arrêter de regarder TikTok? Ils disaient tous non. D'ailleurs, même si on leur donnait de l'argent, ils disaient non, moi, même si on me donne 5 euros, là, j'arrête pas TikTok pour un jour ou deux. Et après, on leur posait la question suivante. Et si jamais tout le monde arrêtait de regarder TikTok en même temps, c'est-à-dire qu'on désactive l'app pour une semaine et tous vos potes aussi ils arrêtent, est-ce que là vous arrêtez? Il a dit ah oui, eh bien là ils étaient non seulement intéressés, mais en plus ils étaient même prêts à payer pour que tout le monde arrête de regarder TikTok. Salut Marc, bienvenue dans cette interview sur la chaîne La Fabrique Sociale. C'est un plaisir de te recevoir. Merci aussi de prendre le temps en ces jours de fête. J'imagine que l'année a été un peu chargée de ton côté. C'est sûr, mais bon, là, quelque part, c'est là où il y avait le plus de temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à travailler sur les algorithmes? Oui, moi de formation, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai fait les, parcours relativement classiques de tradition française, en passant par la prépa et ensuite les écoles d'ingé, voilà. J'ai fait Télécom, qui est une école donc en informatique, et en France, c'est vrai qu'on est assez bon pour faire aller très loin dans le technique. Donc j'ai fait, mais en fait moi après avoir fini mon école d'ingé, je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais certes intéressé par la technologie et comment coder tout ça, mais au-delà de ça, j'étais encore plus intéressé par l'impact de la technologie sur la société. Donc je me suis dit que ce serait aussi sympa d'essayer d'avoir une perspective un peu plus transdisciplinaire sur le sujet. Et donc, après avoir travaillé un peu dans quelques startups en France et pris une année de césure aussi, je me suis dit que j'allais faire un autre master aux États-Unis à Berkeley, dans un département qui s'appelle la School of Information, dont la mission est exactement d'étudier l'impact de la technologie sur la société avec justement une perspective assez transdisciplinaire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser notamment aux réseaux sociaux et au système de recommandation. Donc, au début, j'ai bossé sur l'algorithme de YouTube. C'est le premier algorithme que j'ai un petit peu commencé à analyser. Après, j'ai aussi bossé un petit peu avec Facebook AI. J'ai continué après mon master. J'ai bossé en tant que chercheur à Berkeley. Et donc, on avait un partenariat de recherche avec Facebook AI où on les aidait un peu à améliorer leurs algorithmes de détection de la désinformation. Mais bon, c'était une expérience assez particulière en tant que chercheur académique externe. Collaborer avec les boîtes de tech, c'est aussi il y a une partie qui est un peu pour faire beau, quoi. Et puis, parce qu'on ne nous laisse pas une latitude totale sur la suggestion qu'on peut faire, disons-nous. Mais voilà, et après donc j'ai considéré continuer à bosser sur ces sujets-là dans un cadre académique. Et puis, je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le temps académique était pas forcément le bon pour le sujet, parce que après cette première étude qu'on avait fait sur YouTube, où on s'intéressait c'était à l'époque où il y avait énormément de théories du complot sur YouTube. Enfin, il y en a toujours, mais avant, il y avait une phase où non seulement il y en avait plein, mais surtout elles étaient énormément amplifiées et recommandées par l'algorithme de suggestion. Donc, l'algorithme de recommandation, même en regardant des chaînes d'actualité, on se retrouvait avec des recommandations complotistes à tire-larigot. Et c'était quelque chose qui avait été pointé du doigt depuis un certain temps par pas mal de chercheurs, surtout avec des preuves anecdotiques, disons-nous. Il n'y avait pas vraiment de données substantielles pour prouver ça. Et YouTube s'en défendait en disant « mais non, il n'y a pas tellement de théorie du complot, il n'y a rien de tout ça ». Et puis au bout de quelques années, ils ont quand même fini par reconnaître le problème en disant « oui, bon, ok, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de théories du complot qui sont recommandées. On va travailler sur le sujet et on va en fait modifier l'algorithme pour qu'il recommande moins de contenu complotiste ». Et là-dessus, je me suis dit qu'on ne pouvait pas les croire sur parole. Donc cette première analyse a été, en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon,
j'ai essayé de mesurer combien il y a de théories du complot qui sont amplifiées et promues par l'algorithme de YouTube. Évidemment, c'est subjectif. Une théorie du complot, c'est pas non plus quelque chose de binaire en disant ça c'est complètement complotiste, ça ne l'est pas. Mais il y a quand même certains thèmes qui sont plus complotistes que d'autres. Et vu que de toute façon, nous, ce qu'on faisait, c'était un classifier qui est probabiliste, il donnait une probabilité qu'un contenu puisse contenir des thèses complotistes. Donc, et on prenait en compte le fait qu'il puisse aussi y avoir une marge d'erreur, parce que l'algorithme n'est pas non plus parfait. Mais malgré ça, on arrivait quand même à avoir des tendances relativement claires sur combien de théories étaient de contenu sur les attentats du 11 septembre qui n'existaient pas, les aliens qui atterrissent sur la Terre et qui sont cachés par la Maison Blanche, ce genre de sujet-là. Et donc, en fait, on a étudié comme ça, est-ce qu'il y avait vraiment un changement qui était mesurable de la part de YouTube? Et au final, on s'est rendu compte que oui, certes, ils avaient réussi à baisser la quantité de théories complotistes, mais c'était pour partir d'une proportion énorme, du genre 6-7%, pour descendre à 3%. Donc, il restait quand même relativement élevé. C'était un petit peu nuancé. Quand on a publié ça, bon, c'était un sujet qui était quand même relativement pertinent pour le cycle d'actualité, dirons-nous. Donc, ça a été publié avec le New York Times. Donc, le New York Times a fait un gros rapport dessus, sorti en print et tout ça. Et par contre, l'article académique a mis 6 mois à sortir. Donc bon, au bout de 6 mois, le truc est complètement, enfin pas périmé, mais outdated, dirons-nous. Et bon, je me suis dit qu'en effet, c'était peut-être pas, enfin pour travailler sur ces sujets-là, certes, il y avait besoin aussi de la profondeur académique et tout ça, mais qu'il y avait beaucoup de choses à faire aussi au niveau de la société civile, surtout parce qu'en fait, il y a énormément de régulation qui se met en place au niveau de la technologie, et que les régulateurs ont aussi besoin de perspectives de la société civile pour en fait, défendre les intérêts des utilisateurs. Et il y a peu d'expertise, en fait, si on regarde dans les ONG de droits digitaux, il y a peu d'expertise technique et il y a peu d'expertise aussi sur les sujets algorithmiques. Et c'est de là, en fait, qu'est venue l'idée de fonder AI Forensics, où à la base, j'avais commencé à bosser là-dessus notamment sur le projet ITU avec un autre chercheur français qui s'appelle Guillaume Chalot, qui avait fait un projet qui s'appelait Algo Transparency. Et ensuite, j'ai rencontré Claudio Agosti, qui était le fondateur de Tracking Exposed. Et au final, en fait, AI Forensics est né aussi en prenant différentes briques de ces différents projets et est devenue une ONG qui a été qui est incorporée en France et qui est une association de loi 1901 de droit français, dont la mission est d'analyser les algorithmes opaques et influents dont les systèmes de recommandation des réseaux sociaux font partie, mais pas exclusivement. Maintenant, on travaille pas mal sur les IA génératives aussi et d'autres sujets. Si tu apprécies cette chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche. Et n'hésite pas à donner de la visibilité à cette vidéo en la likant, en la partageant ou en la commentant. La Fabrique Sociale est un média indépendant et a grand besoin de soutien financier. Si tu en as les moyens, n'hésite pas à faire un don sur ma page Tipeee. Même les petits gestes sont très importants pour la survie de cette chaîne. Le lien est disponible dans les notes et dans les commentaires. Ce qui m'intéresse du coup, c'est de savoir comment vous bossez sur les algorithmes, puisque justement, c'est des boîtes noires et que souvent, c'est des entreprises privées qui cherchent surtout les confiner à ne pas les partager au public. Oui, alors nous, ce qu'on fait, ce que j'aime bien dire, qu'on fait ce qu'on appelle de l'audit comportemental. Alors, il y a deux choses. On fait de l'audit comportemental et de l'audit adversariel. Alors, il y a deux choses là-dedans. Le premier, quand je dis comportemental, c'est qu'on regarde l'algorithme comme une boîte noire et on regarde comment il se comporte. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir quel est le fonctionnement interne de la machine. On n'essaye pas de deviner quel va être le code. On dit juste que dans certaines conditions, l'algorithme se comporte de telle manière. Et en fait, on fait suffisamment de tests pour être capable de donner ces preuves de manière systémique et en disant, voilà, on sait que de manière systémique, il se comporte de telle manière. Donc on n'a pas besoin en fait d'aller à l'intérieur de la boîte noire pour être capable de l'auditer. Et ensuite, quand je dis c'est un audit adversariel,
c'est parce que c'est des compagnies, comme tu dis, qui sont privées et qui ne vont pas donner accès à leur fonctionnement. Mais nous, en fait, on ne se base pas sur des API. Donc des API, c'est-à-dire des interfaces de programmation, c'est-à-dire en fait des robinets à données, si on veut, qui peuvent être ouverts par les plateformes pour tout simplement faire fonctionner un service ou pour auditer le fonctionnement d'un algorithme. On n'a en général pas besoin de faire ça, ou en tout cas, on arrive à faire des audits sans avoir d'accès officiel aux données. Et ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va se baser sur des comptes automatisés. Donc, par exemple, on va faire des faux comptes sur YouTube ou sur TikTok, qu'on va ensuite automatiser de différentes. On va en fait pour simuler des comportements utilisateurs, et on va collecter en fait la manière dans laquelle se comporte l'algorithme dans ces conditions-là, et utiliser ces données-là pour enfin, supporter l'audit, quoi. Donc, dans certains cas, quand les données sont mises à disposition par les plateformes, on se base dessus, mais dans l'essentiel des cas, en fait, on fait des audits sans avoir d'accès direct et officiel fourni par les plateformes. Et depuis l'acquisition de Twitter par Elon Musk, il avait dit justement qu'il rendrait l'algorithme transparent. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça permet par exemple aux chercheurs de mieux travailler sur le fonctionnement de Twitter et l'impact que la plateforme a sur la société? Non, pas vraiment. On va dire que depuis l'acquisition de Twitter par Elon Musk, les chercheurs qui analysent Twitter sont beaucoup plus, sont dans de bien moins bonnes conditions qu'avant, principalement justement parce que ces fameuses API dont je parlais juste avant, qui permettent en fait de récolter des données en masse et de manière automatisée et systémique sur un système, ont été fermées. Et Twitter, avant, était la plateforme un peu exemplaire parmi toutes les autres, au niveau de ces API, qui depuis très longtemps avaient des API très ouvertes et qui permettaient aux chercheurs justement d'analyser les discours et ce qui se passait sur la plateforme. Ces API ont été rendues payantes par Twitter, mais enfin, elles étaient déjà payantes, on va dire, pour les industriels. Les chercheurs avaient avant des accès privilégiés qui ont été fermés depuis l'acquisition par Elon Musk, donc ça a rendu le travail de beaucoup de chercheurs beaucoup plus difficile. Et puis cette histoire de code de source ouvert, ça a été quand même, c'était surtout un coup de com'. Il y a l'essentiel du code, et en fait, reste fermé. Et surtout, en fait, le code en lui-même ne permet pas d'avoir le fonctionnement de l'algorithme quand il n'y a pas les données d'entraînement qui sont fournies avec. Parce que on va dire le cœur du réacteur, c'est des algorithmes de machine learning qui sont en fait un système très simple, hein. Le fonctionnement logique est très simple d'un algorithme de machine learning. Toute la substance et toute la nuance vient dans les données d'entraînement. Donc en l'absence de ces données d'entraînement, et si on n'a pas accès au modèle une fois qu'il a été entraîné, en fait, on ne peut pas savoir grand-chose de ce qui s'y passe et de son comportement. Tu as témoigné récemment devant une commission d'enquête du Sénat sur l'algorithme de TikTok. J'avais une première question d'introduction sur l'algo de TikTok. Comment est-ce que, selon toi, il peut se différencier d'algorithmes qu'on connaissait précédemment, comme ceux de Facebook ou d'Instagram? Au niveau du cœur du réacteur, comme on dit, comme je parlais juste avant, c'est au final assez similaire, hein. Les heuristiques et la logique de fonctionnement est quasiment identique. La différence principale entre l'algorithme de Twitter et celui de YouTube, par exemple, ou Twitter, là, dont on vient de parler, c'est qu'il a accès à des données sur les intérêts de l'utilisateur qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus précis. Et ça, en fait, c'est même pas lié au fait que TikTok va collecter des données à notre insu qui sont fondamentalement différentes des autres plateformes. C'est juste que l'interface d'utilisation et le mode d'utilisation de la plateforme est fait pour donner beaucoup plus de feedback à l'algorithme de manière beaucoup plus fréquente et plus immédiate. Je m'explique par là. Quand je suis je scroll en fait toutes les 2-3 secondes. C'est-à-dire dès qu'il y a une vidéo qui ne me plaît pas, je scroll. Ou 2 secondes, tac, 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 j'aime pas, j'aime. J'arrive sur une vidéo qui m'intéresse, je vais la regarder peut-être 20 secondes, 30 secondes en moyenne. Ensuite, je passe à la suivante. Ce qui fait qu'en 1 heure d'utilisation, je vais donner des centaines, voire des milliers de points d'entraînement à l'algorithme. Et ça, c'est chacun de ces points, ça permet en fait d'affiner. Et c'est un feedback qui est systématique. C'est-à-dire que quand on me donne une vidéo, je dois ou la regarder ou passer à la suivante. Donc à chaque fois, l'algorithme peut tester des sujets et voir si ça génère de l'intérêt. Et ça lui donne une fréquence hyper rapide. Sur YouTube, si je regarde 1 heure de YouTube, je vais regarder, je sais pas, une dizaine de vidéos quoi, en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a une, je vais la regarder 5-10 minutes, je vais passer à la suivante, peut-être qu'il y en a une qui va me garder pendant 20 minutes, 30. Et bref, et à la fin, de l'ordre de grandeur, c'est que je vais avoir regardé 10 vidéos par heure, quoi. Et j'aurais donné 10 points d'entraînement à l'algorithme, alors que sur TikTok, j'en aurais donné 1000. Et du coup, j'ai 2 ordres de grandeur de plus, ce qui permet, vu qu'en fait, c'est ça qui permet à l'algorithme d'aller trouver des sujets qui vont être adaptés aux intérêts de l'utilisateur. C'est ça qui va permettre à l'algorithme de TikTok d'être plus performant que les autres, en fait.
Quand on regarde une vidéo sur TikTok, quelles sont les données qui sont réellement utiles pour l'algorithme? On imagine qu'il y a la durée de visionnage d'une vidéo, mais Mmh. est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont récupérés par TikTok et qui permettent d'affiner? Ouais, alors, bah, là, il y a toutes les données d'interaction, hein, donc évidemment, il y a quoi? Est-ce que j'ai fait un commentaire? Est-ce que j'ai liké, machin? Il y a aussi, les données, dirons-nous, de contexte d'utilisation, c'est-à-dire à quelle heure on est, est-ce que, la géolocalisation, les contenus sont très géolocalisés, en fait, sur TikTok aussi. Enfin, il y a toutes sortes, et puis tout simplement le profil utilisateur qui va se grossir lui-même également. Donc, en fait, TikTok va collecter toutes les données qui vont être à sa disposition en utilisant ce qui est les autorisations qu'a l'application, qui vont être même des trucs du genre le texte qui va être, si on copie-colle du texte, ça c'est quelque chose auquel l'application va avoir accès. Donc ils vont vraiment un peu prendre toutes les données qu'ils peuvent avoir, et puis ensuite mettre tout ça ensuite dans l'algorithme. Mais fondamentalement, la donnée qui est pertinente et la donnée qui fait fonctionner les choses, c'est les données d'interaction. Donc c'est essentiellement, est-ce que je vais re-regarder ou pas, est-ce que je vais liker. Ça, je dirais que c'est 80% de la valeur, quoi. Le reste, après, c'est du fine-tuning, comme on dit. Ouais. On parle de plus en plus de la crise de la santé mentale qui touche les plus jeunes et les réseaux sociaux, c'est l'un des principaux accusés. Est-ce que tu peux nous parler du risque que fait peser TikTok sur la santé mentale, notamment des jeunes? Ouais, bah, on a des enfin, ce qui est le plus inquiétant, dirons-nous, c'est le temps d'utilisation qui est parce qu'on a un algorithme qui est meilleur et aussi parce qu'on est sur, ces vidéos courtes qui fait que en fait, on a je sais pas, quand on regarde une série, en général, on regarde un ou 2 épisodes, on va peut-être bon, après ça dépend des fois, mais plus facilement. Quand on arrive à la fin d'un épisode, on se demande quand même: «OK, est-ce que je peux en regarder un autre ou pas?» quoi, quand on se rembarque sur une demi heure ou sur une heure. Alors que quand on part sur une vidéo où ça en fait, c'est une vidéo, passer le coût de regarder une vidéo en plus, il est quasi nul ou il est perçu comme nul parce qu'on se dit: «Bah, c'est juste 10 secondes, c'est juste 20 secondes, ça se trouve, ce sera même 2». Donc en fait, il y a jamais un moment où on se dit: «Bon, c'est peut-être le moment d'arrêter». Du coup, ça fait que on peut facilement passer des heures et des heures à regarder ça, sans s'en rendre compte et en plus, vu que le coût de commencer une vidéo, il est quasi nul aussi, on va sortir son téléphone pour regarder, TikTok à tout moment. Donc là, c'est pareil, ça aussi, c'est une autre incitation à la consommation. Il y a aussi une pression sociale, quoi. C'est-à-dire que j'ai lu cette étude, récemment, je ne sais plus où elle avait été, d'où elle venait, mais je pourrais le retrouver, qui disait qu'il demandait à des jeunes, américains, il me semble, «Est-ce que, vous seriez prêts à arrêter de regarder TikTok?» Ils disaient tous, «Non», d'ailleurs, enfin, ils étaient même si on leur donnait de l'argent, ils disaient: «Non, non, moi, même si on me donne 5 euros, là, j'arrête pas TikTok pendant un jour ou 2». Et après, on leur posait la question suivante: et si jamais tout le monde arrêtait de regarder TikTok en même temps, c'est-à-dire qu'on désactive l'app pour une semaine et tous vos potes aussi ils arrêtent, est-ce que là vous arrêtez? Il a dit: «Ah oui», et bien là, ils étaient non seulement intéressés, mais en plus, ils étaient même prêts à payer pour que tout le monde arrête de regarder TikTok. Donc on voit vraiment qu'il y a aussi un phénomène aussi de pas vouloir rater, les nouvelles tendances, être au courant en fait des sujets de conversation, qui fait que ça aussi, c'est une incitation à la consommation qui est assez forte chez les jeunes. Et quand on met tout ça bout à bout, en effet, ça rend pas les gens heureux, quoi, de passer trop d'heures, non plus là-dessus et les temps, moyens, sont astronomiques, quoi. On parle de 3, 4, 5 heures, passées par jour, sur certaines tranches d'âge et ouais, au final, ça finit par avoir un impact, relativement négatif et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que l'impact n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens, ça va ça va aller, ils ont d'autres passions à côté, ils continuent à sortir, à faire du sport, machin, tout va bien et en fait, il y a une proportion, il y a 5-10 de la population pour qui là, ça va vraiment être nocif et ça va avoir un impact très négatif sur la santé mentale et donc oui, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas juste quand on regarde les chiffres moyens, ça cache en fait, et ça masque, les tranches de population pour lesquelles il y a le plus de problèmes. Pour rebondir sur ce que tu dis, je travaille dans une association et on fait de la sensibilisation à la surexposition aux écrans. On voit qu'effectivement,
il y a différentes utilisations de TikTok, mais il y a de nombreux collégiens qui peuvent utiliser TikTok 6, 7, 8 heures par jour. Il y en a qui nous disent parfois plus. Donc, c'est quasiment la totalité de la journée passée sur les écrans. Et effectivement, il y en a qui nous disent c'est horrible, mais je ne peux pas m'empêcher d'être sur TikTok. Il y a une accusation qu'on fait porter souvent à l'intelligence artificielle et aux algorithmes, c'est qu'ils accentuent les biais humains. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que veut dire en fait cet argument, tout simplement? Ouais, alors là, ça fait référence en fait aux algorithmes de machine learning de manière générale, où quand on a du machine learning, en fait, on apprend un algorithme à fonctionner à partir d'exemples pris du passé. Et ces exemples, typiquement, ils vont venir de décisions humaines qui ont réalisé cette tâche avant l'algorithme. Et donc, on va donner des exemples de ce qui a été fait par les humains avant. Donc, je vais prendre un exemple assez canonique, c'est celui des algorithmes qui sont entraînés pour réaliser des décisions judiciaires, notamment aux États-Unis, alors ça paraît flou en fait en France, mais aux États-Unis, parfois quand on passe devant le juge, c'est souvent le cas où on passe devant le juge, où on va faire passer, il y a un algorithme qui va donner une prédiction pour savoir s'il y a un risque que l'accusé récidive, par exemple, ou commette un autre crime si jamais il est relâché. Donc, avant son procès final. Donc, ce genre de décisions, elles sont assistées dans beaucoup de cas aux États-Unis par des algorithmes à qui on va avoir fourni l'historique de décisions judiciaires et on va leur dire, bon, voilà, ça c'était les profils des gens qui ont récidivé par le passé. Maintenant, apprends de cet historique pour me faire des décisions à l'avenir. Le problème, c'est que ces données historiques, elles peuvent être emprises de plein de biais, notamment le fait que certaines populations, typiquement les populations noires aux États-Unis, vont être surpolicées. Donc, elles sont surpolicées, donc elles ont plus de risques de récidiver. Elles vont aussi avoir plus de risques d'avoir eu des décisions des décisions de justice injustes par le passé. Donc, du coup, tout ça fait que, ou même d'avoir commis d'avoir été dans un casier judiciaire du coup qui va être plus fourni. Et du coup, quand on donne ces données à l'algorithme en déduit que ces populations sont plus à risque, plus amènes de recommettre des crimes. Donc, ils vont prédire un score de récidive plus fort et donc, ils vont en fait renforcer le problème et continuer à prolonger voilà, ce phénomène et envoyer ces populations plus rapidement en prison. Là où c'est particulièrement compliqué, on va dire, c'est que même si on enlève, on dit là par exemple, bon, on sait très bien qu'il y a de la discrimination systémique aux États-Unis contre les Noirs, donc on ne veut pas prendre en compte la race, par exemple, dans les critères utilisés par l'algorithme. C'est quelque chose qui est tentant, on va dire, de faire. Le problème, c'est que même si on fait ça, il y a d'autres manières où il y a en fait il y a d'autres facteurs que l'algorithme va utiliser pour inférer quelque chose qui est très proche de la race, notamment si on regarde le code postal, par exemple. Et bien, le code postal, c'est hyper corrélé à la race, parce qu'il y a des communautés qui, enfin, en général, en fait, certains quartiers vont être plus d'une communauté qu'une autre. Et donc, du coup, en fait, ça va quand même donner suffisamment d'informations à l'algorithme pour reproduire certaines discriminations. Et ça, donc là, j'ai donné l'exemple de la police, mais la même chose peut se passer avec les algorithmes de recommandation, notamment, ou alors, par exemple, les algorithmes de modération. Si jamais il y a des biais qui sont... si les humains qui modèrent, par exemple, certains contenus sur les réseaux sociaux sont biaisés d'une certaine manière,
Ensuite, leurs décisions de modération sont réutilisées par l'algorithme pour flaguer, c'est-à-dire pour détecter du contenu susceptible lui-même aussi d'avoir cette violation. Et donc, du coup, ce contenu va être plus facilement présenté à des modérateurs qui vont eux-mêmes continuer à le remodérer. Et là aussi, on fait ce qu'on appelle ces feedback loops ou ces boucles de rétroaction en français, où on réamplifie des biais existants à travers l'algorithme. En parlant de modération, tu en as forcément entendu parler, mais il y a eu cette enquête du média américain The Intercept qui a dévoilé des documents internes de TikTok dans lesquels on voyait que les modérateurs, justement, essayaient de supprimer ou d'invisibiliser plutôt les posts des utilisateurs qu'ils considéraient comme étant moches, entre guillemets, notamment parce que ça diminuerait en fait le temps passé sur l'application des utilisateurs et donc ça sera en contradiction avec les objectifs de profit de TikTok. Tout à fait, tout à fait. Non, c'était des documents qui étaient tout à fait intéressants. Ils datent un peu maintenant, je crois que les documents datent de 2018, et Ouais. TikTok affirme en effet que tout a changé depuis. Je pense que sans doute que les choses ne sont plus pareilles, ça c'était vraiment au tout début, mais en tout cas ça montre à quel point les plateformes peuvent être à leur discrétion en fait de mettre une certaine, d'inculquer une certaine culture, dirons-nous, dans la plateforme et notamment à travers ce que l'algorithme recommande, quoi. Ouais. Et il me semble que c'est l'année dernière qu'on a entendu parler d'une fonctionnalité qui s'appelait Eating, c'est ça? C'est ça, le hitting Ouais. keyway. Ouais. Tu peux nous en parler? Ouais, ben c'est un petit peu sur le. En fait, ça revient un petit peu au même. C'était en l'occurrence là une fonctionnalité qui permettait aux modérateurs d'amplifier et de surrecommander, on va dire, certains types de contenus. Et ce, de manière aussi arbitraire. Et en général, d'après ce qu'on apprenait dans l'enquête qui était de Forbes, il me semble, c'était que c'était surtout pour, à travers des partenariats culturels, entre guillemets, ou c'est-à-dire des artistes, des créateurs de contenu, avec qui la plateforme avait été en train de faire des partenariats musicaux ou culturels, et donc en train de se dire, OK, on va amplifier tel artiste. Tel créateur de contenu. Et ce que ça montre, c'est juste qu'il y a aussi ici une discrétion totale de la plateforme vis-à-vis de quel contenu va pouvoir être amplifié. Et donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'amplifier certaines opinions politiques ou certains points de vue ce qui aurait pu être beaucoup plus problématique, mais ça montre que c'est techniquement possible, quoi. Donc, et aujourd'hui, on n'a pas de preuves qui montrent que ce soit le cas, ni de l'affirmer, ni de l'infirmer, mais en tout cas, on sait que techniquement, la possibilité de faire est présente, quoi. Ouais. Et avec AI Forensics, vous avez bossé sur les élections présidentielles de 2022. Je voulais savoir qu'est-ce que vous cherchiez à comprendre à travers ce travail et quels sont les enseignements que vous avez pu en tirer? Ouais, mais non, ce qu'on essayait de faire, en fait, c'était de regarder quel contenu allait être le plus amplifié par les algorithmes à la fois de YouTube et de TikTok. Notamment, on essayait de comparer quels candidats étaient les plus présents dans les recommandations algorithmiques quand on profilait un utilisateur pour avoir un intérêt général dans les élections, mais pas spécifique pour un parti ou un candidat. Donc, par exemple, en faisant des recherches du style élection présidentielle, campagne 2022, ce genre de choses. Et ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait certains candidats qui étaient surreprésentés dans ces résultats algorithmiques comparés à leurs intentions de vote et notamment, et en fait, c'était les candidats les plus extrêmes qui étaient les plus représentés, donc notamment Éric Zemmour, qui était jusqu'à 30% des résultats algorithmiques étaient portés sur ce candidat. Donc il y avait vraiment une surreprésentation de l'algorithme qui était en fait confirmer un problème qui est connu de longue date sur les algorithmes, c'est-à-dire que les algorithmes ont tendance à promouvoir les contenus les plus polarisants, parce que quand on a un contenu polarisant, il va générer de l'engagement, parce que les gens vont être ou d'accord avec ce contenu et donc du coup
commenter à quel point c'est bien, ils sont d'accord, ou en désaccord, et du coup commenter à quel point ils sont, dire pourquoi ils ne sont pas d'accord. Mais tout ça, c'est de l'engagement. Et en fait, les algorithmes de recommandation, fondamentalement, sont optimisés pour maximiser l'engagement. Et donc, du coup, ils vont avoir tendance à suramplifier ce type de contenu, ce qui fait qu'en fait, les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas, au final, un terrain de jeu équitable pour tous les candidats. Je dois quand même nuancer en disant que c'est également le cas des médias traditionnels. C'est-à-dire que Éric Zemmour était également suramplifié dans les médias traditionnels. Les journalistes de tous bords, que ce soit la télé ou la radio, parlaient beaucoup trop de lui en proportion par rapport aux autres candidats. Et donc, du coup, on voit aussi que c'est un phénomène, enfin, que les réseaux sociaux sont certes, sont un miroir, certes, déformant de la réalité, mais quand même aussi un miroir de ce qui se passe aussi dans le reste de l'écosystème médiatique. Donc voilà, ça c'était le fondement de cette étude. Là, on va aussi continuer cette année à bosser sur ces sujets-là, notamment sur les élections européennes qui vont avoir lieu en 2024. Il va y avoir tout un cycle électoral aussi aux États-Unis, à Taïwan, enfin, il y a toutes sortes d'élections à venir. Ouais, 2024, l'année effectivement des élections. Pour parler un peu géopolitique, on peut dire que la situation est un petit peu tendue en ce moment. Ouais. Je pense qu'on ne prend pas de grands risques en disant ça. C'est sûr, c'est sûr. Quel est le rôle que joue TikTok au niveau géopolitique? Et est-ce que tu as des études de cas à nous présenter? Alors, TikTok ou toutes les autres plateformes ont un rôle géopolitique qui est certain, c'est-à-dire que ça reste un des moyens principaux à travers lesquels certaines générations, mais en fait à différents degrés, se renseignent et accèdent à l'information. TikTok est en général il y a particulièrement de l'intérêt et de la suspicion vis-à-vis de TikTok, puisque c'est une plateforme qui est bien sûr contrôlée, possédée par des capitaux chinois, et donc, d'ailleurs d'après la loi chinoise, peut être sous l'influence du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, s'il faut aussi quand même être clair là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de preuves, malgré quand même un certain nombre aussi d'études, qu'il y a de la manipulation d'opinion intentionnelle de la part de TikTok. C'est-à-dire qu'on ne voit pas aujourd'hui de positions politiques qui vont être suramplifiées sur TikTok comparé à d'autres plateformes, comme on pourrait le craindre. Ce que je mentionnais juste avant, c'est que techniquement, il y a cette possibilité, mais en tout cas, qu'aujourd'hui, on ne voit pas avec force que ce soit le cas. En même temps, ils savent qu'ils sont observés. C'est-à-dire que si jamais, notamment, alors aujourd'hui, moi je pense qu'il y a aussi un risque très élevé pour TikTok, si jamais ils étaient pris à interférer directement sur une élection en promouvant les postes d'un candidat par rapport à un autre, notamment par exemple les élections présidentielles aux États-Unis. Ce serait un move très très risqué. Ils auraient beaucoup à perdre aussi. Après, si demain la Chine décide d'envahir Taïwan, là, potentiellement, le ratio de risque-bénéfice pourrait être bien différent, et peut-être que à ce moment-là, le Parti communiste chinois penserait que ça ferait sens de risquer notamment, de risquer la crédibilité de TikTok pour promouvoir une certaine vision. Mais en effet, aujourd'hui, c'est un asset qui est énorme pour la Chine, de posséder en fait une infrastructure informationnelle aussi critique et aussi utilisée en Occident, ce qui leur permet déjà d'avoir des données sur les centres d'intérêt des différentes, des gens. Même si c'est passif, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas nécessairement une dimension active dans la manipulation de l'opinion, ils ont en tout cas déjà la possibilité de savoir ce que pensent les gens. Là, par exemple, aujourd'hui, sur le conflit israélo-palestinien,
on voit qu'il y a aussi des différences dans… enfin, on remarque déjà, par exemple, TikTok est une plateforme qui est utilisée beaucoup plus par les jeunes. On voit notamment plus de contenu pro-palestinien, notamment tout simplement aussi parce que les jeunes aux États-Unis sont beaucoup plus pro-palestiniens que leurs aînés. Et ça se reflète aussi vu que l'algorithme est aussi personnalisé par rapport aux intérêts et à la génération d'engagement. C'est quelque chose qui se reflète dans le contenu qu'on voit qui est propagé. Mais on voit aussi que sur d'autres plateformes, il y a d'autres problématiques qui se posent. Meta, notamment, a été beaucoup critiqué. Il y a eu récemment un rapport de Human Rights Watch pour avoir une censure du contenu pro-palestinien assez excessive, où on a beaucoup de comptes qui sont fermés et de shadow banning, comme on dit, ce qui est un terme que beaucoup de gens utilisent pour dire différentes choses, mais en tout cas, ce qui veut dire essentiellement de la modération opaque qui n'est pas faite de manière explicite, c'est-à-dire que les créateurs de contenu ne sont pas mis en garde et ne sont pas prévenus du fait que leur contenu va être en fait ne pas être amplifié de manière, ne pas être diffusé de manière algorithmique. Et souvent, le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recours. Et ces mécanismes de modération sont extrêmement opaques et se passent également, eux, sans qu'il y ait de recours. Alors, ça fait partie aujourd'hui, le droit européen essaye de mettre, enfin, a mis en place à travers le DSA notamment un droit de recours sur ces décisions algorithmiques comme étant un droit des utilisateurs. Mais toutes les provisions ne sont pas encore mises en place aujourd'hui, parce que c'est une loi qui vient d'être, enfin, qui a été votée l'an dernier. Bon, ça fait partie tout ça des éléments sur lesquels les plateformes de réseaux sociaux impactent la sphère géopolitique, mais il y en a bien d'autres. Et sur la guerre en Ukraine, est-ce que TikTok a adapté son algorithme pour pouvoir, par exemple, continuer à exister en Russie? Est-ce qu'il y a ce genre de marchandage qui existe entre État et plateforme? Alors, oui, l'algorithme, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, au niveau de l'accès au contenu, ça, c'est un rapport, enfin, c'est une étude qu'on avait faite en effet au début de la guerre en Ukraine, où on avait regardé le contenu qui était disponible, enfin, qui était à la fois recommandé sur le For You feed, mais même disponible sur la plateforme en Ukraine et en Russie, sur TikTok. Et ce qu'on avait trouvé, enfin, et mis en avant, c'était qu'en fait, TikTok avait supprimé en fait d'accès tout le contenu international en Russie. C'est-à-dire que les utilisateurs russes n'avaient plus accès qu'à du contenu posté par des utilisateurs russes, sachant qu'il y avait déjà beaucoup d'autocensure en Russie. L'essentiel de la critique de la guerre en Ukraine venait d'extérieur. Et en fait, TikTok était, au début de la guerre, vraiment un endroit où il y avait beaucoup de dissidence, on va dire en russe. C'était un des rares forums d'expression publique où il y avait de l'opposition vis-à-vis du comportement de Poutine et de la guerre en Ukraine, tout simplement. Et ça a été le cas pendant les 2 premières semaines du conflit. Et c'était d'ailleurs une source de préoccupation du Kremlin et tout ça. C'était vraiment, enfin, les gens se demandaient si TikTok allait devenir, de la même manière que Facebook avait été au début du printemps arabe, un lieu sur lequel où s'organisait la dissidence et une forme de révolution de la jeunesse, si TikTok allait être la même chose en Russie. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ça allait pas être le cas, puisque TikTok a pris le parti en fait de soutenir Poutine entre guillemets en rendant le contenu international non accessible depuis la Russie. Donc, ce qui fait que les utilisateurs russes n'avaient plus qu'accès qu'à du contenu qui était essentiellement en ligne avec la position du Kremlin, quoi. Quand tu fais un pas en arrière et que tu observes, on va dire, le paysage des algorithmes dans le monde, est-ce qu'il y en a un en particulier qui, selon toi, devrait attirer beaucoup plus l'attention du public? C'est une question qui est… C'est vrai que moi, je les vois partout, les algorithmes, dans lesquels il y a…
Alors, il y en a pas mal qui... Il y a notamment les algorithmes de recherche, où on a tendance à penser quand on fait une recherche, c'est quelque chose d'objectif. Par exemple, si je fais une recherche sur Google ou sur Amazon, quels vont être ces résultats qui vont apparaître? Ça va être ceux, on pense, qui vont être les plus proches de ma requête, qui est une sorte de proximité sémantique qui va être une mesure objective du contenu qui devrait apparaître en premier. En fait, on se rend compte que enfin, c'est certes un des éléments qui est pris en compte, mais il y en a plein d'autres. Et l'impact de ces algorithmes sur l'accès à l'information en ligne est en fait massif, puisque l'essentiel en fait, du contenu, que ce soit pour être, enfin, du contenu qui doit être consommé ou des sources de choses à acheter, va être découvert à travers ce genre d'interface de recherche algorithmique. Et en effet, ça, c'est quelque chose sur lequel il y a eu relativement peu d'études et de recherches, que ce soit l'algorithme de search de Google, qui est un des plus utilisés au monde, ou notamment l'algorithme de recherche d'Amazon, qui est un autre qui a un impact énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on n'est pas, on vend un produit en ligne et qu'on n'est pas sur la première page de search d'Amazon, quand on tape le nom enfin le type de produit, en gros, on vend rien, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'impact et l'influence qu'il a sur les flux économiques est absolument énorme. Et que ce soit Google ou Amazon, ils ont été pris la main dans le sac plusieurs fois en amplifiant leurs propres produits et les produits sur lesquels ils allaient générer le plus de marge ou avoir des intérêts directs dans ces résultats de recherche. Et ça, en effet, c'est quelque chose que je trouve qui est tout à fait problématique. On a la même chose même sur les recherches, l'algorithme de recherche dans les App Store, que ce soit donc le Google Play Store ou l'Apple Store sur les trucs. Si je cherche une application podomètre et que je tape podomètre, quelle va être l'application, la première qui va sortir? C'est énorme, c'est celle que 80% des gens, sur laquelle 80% des gens vont cliquer, quoi. Donc ça, c'est en effet des interfaces très influentes. Et tu disais que vous étiez en train de jeter un œil aux intelligences artificielles génératives qui ont commencé à émerger vraiment, on va dire, l'année dernière. Ouais. Qu'est-ce que vous allez chercher un petit peu en auscultant ces IA génératives? Ouais, alors là, ce sur quoi on se concentre, c'est les algorithmes de recherche. En fait, c'est ce qu'on appelle les LLM Powered Search Engine. Donc, LLM, c'est Large Language Model. Powered, c'est donc enfin, les moteurs de recherche qui sont soutenus par un LLM. Donc là, c'est quoi? En fait, c'est ChatGPT connecté à Internet, pour le dire simplement. C'est un nouveau, il fait ça depuis peu, mais il le fait, enfin, mais un qui le faisait déjà avant, c'est Bing, le fameux moteur de recherche de Microsoft, qui avant s'appelait Bing Chat, maintenant ils viennent de le renommer Bing Copilot. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que les plateformes de tech essayent de pousser une transition où, au lieu de traditionnellement, quand on a fait une recherche sur Internet, comme je venais de parler, là, on fait une recherche et puis on a des résultats on va avoir 5 pages web qui vont être ordonnées, on va cliquer sur l'une d'entre elles et puis lire le contenu. Et là, la transition qui est en train de s'opérer sous l'impulsion de ces plateformes, c'est de parler à un chatbot, de lui poser la question et d'obtenir la réponse directement. Donc, on enlève en fait les pages web, on ne redirige plus vers ces pages web et tout se fait directement à travers le chatbot. Quand on fait ça, il y a toute une série de couches algorithmiques opaques qui sont en fait ajoutées. Déjà, avant, quand on faisait une recherche sur Google, on demande à cet algorithme d'ordonner les pages web. C'est déjà une tâche très importante. Maintenant, on demande de les ordonner, mais aussi de les ouvrir, parce qu'en fait, ce qui se passe quand je demande à ChatGPT connecté à Internet ou à Bing Chat, si je lui dis comment je fais une recette de gâteau au chocolat, il tape recette de gâteau au chocolat sur Bing ou Google ou le moteur de recherche qu'il utilise derrière. Il ouvre les pages, il extrait des recettes, et
Et ensuite, il envoie une requête au Large Language Model, donc ça va être GPT-4 ou ce qu'il utilise derrière, et en posant la question, en utilisant le contexte suivant, et là, il lui met tout ce qu'il a trouvé sur Internet, dis-moi quelle va être la meilleure recette de gâteau au chocolat. Et donc ensuite, je demande au modèle de langage qui lui-même a été entraîné sur tout l'Internet, en gros, donc on a déjà son historique de savoir, d'aller intégrer le contexte de différentes pages web, de la question et de ce sur quoi il a été pré-entraîné pour me formuler une réponse finale. Alors, quand j'ai une requête, quand c'est une recette de gâteau au chocolat, bon là, c'est pas forcément l'exemple le plus pertinent, mais c'est pas critique. Cela dit, j'avais un pote qui faisait des tasks en demandant comment faire du miso, notamment à des language models, et où il faisait des recettes absolument toxiques qui pouvaient être dangereuses. Donc, même là-dessus, il peut y avoir des risques. Mais notamment, nous, ce sur quoi on s'intéressait, c'était de regarder qu'est-ce qui se passe si je pose des questions sur un cycle électoral, notamment en demandant quels vont être les résultats de sondage dans le cadre d'une élection, ou quel candidat se présente. Là, c'est pareil, il va aller chercher des sources Internet, les intégrer, et en fait, quand il mélange tout, parfois, il dit n'importe quoi. Et il mélange des trucs, et il y a des informations contradictoires dans 2 pages web, et du coup, il finit par dire n'importe quoi, et inventer des faits, inventer des sondages, inventer des candidats. Et là, c'est là que ça devient dangereux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ces interfaces présentent les résultats comme en mettant très peu de distance et avec un ton finalement assez qui sonne assez sur l'affirmative. Et alors qu'en fait, c'est apprendre. Enfin, c'est des machines qui ne sont pas faites, qui ne sont pas entraînées pour dire la vérité. Elles sont juste entraînées pour dire des choses probables. Et c'est pas la même chose en fait de dire quelque chose qui sonne vrai. Si c'est faux, c'est encore plus dangereux parce que ça va toujours sonner plausible ce qu'ils vont dire. Il n'y a jamais un moment où ils vont dire un truc qui sonne complètement absurde. En tout cas, c'est rare. Par contre, plausible, ça ne veut pas dire vrai. Et cette nuance, en fait, on est très très loin d'être capable de la contrôler. Parce que fondamentalement, la manière dont sont entraînées ces machines, c'est absolument pas pour dire des trucs vrais. Voilà. C'est juste pour dire des trucs plausibles. Pour finir, il y a des réglementations européennes qui sont passées et qui sont en train de passer, le DSA, l'AI Act. Qu'est-ce que tu penses de ces réglementations? Et si tu étais un décisionnaire, un représentant politique européen, sur quoi tu porterais ton attention? Oui, alors, on a parlé donc, du DSA et du DMA, qui sont les grosses réglementations sur les plateformes de réseaux sociaux, dirons-nous, et sur les marketplaces en ligne, qui est passé l'an dernier en Europe, qui était essentiellement des pas quand même dans la bonne direction. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même l'Union européenne qui est un peu le leader mondial sur la régulation de la technologie, au sens où ils mettent les standards les plus exigeants, et ensuite les plateformes de tech qui doivent du coup les respecter, puisque le marché européen est énorme et essentiel pour eux. C'est ensuite difficile pour eux de ne pas appliquer ces mêmes standards qui sont plus respectueux de la vie privée, des intérêts des utilisateurs, pour les utilisateurs américains. Donc ensuite, en fait, ça met un standard qui devient mondial une fois que c'est imposé au niveau européen. En tout cas, c'est ce qui s'est passé déjà pour la RGPD, c'est ce qui est en train de se passer pour les DSA, c'est ce qui risque de se passer pour l'AI Act. Au niveau de l'AI Act, qui est celui qui est en fait le plus d'actualité, parce qu'il vient, alors il y a un accord qui vient d'être trouvé juste avant Noël, là, au niveau dans les trilogues entre la Commission et le Parlement européen, et le Conseil, qui donne les grandes lignes. Donc, dans les grandes lignes, en fait, on a, nous, enfin, en tant qu'association de la société civile, on a été aussi en support de différentes campagnes qui essayaient de pousser en faveur déjà de l'interdiction de certains usages, notamment, par exemple, le social scoring. Donc, c'est-à-dire qu'on va en fait faire des scores sur les gens, sur leur crédit, sur ce genre de choses, qui est quelque chose qui est pratiqué dans une certaine mesure aux États-Unis et beaucoup en Chine, et qui sont des mesures très restrictives des libertés, surtout quand, notamment, comme je mentionnais, ces problèmes de discrimination algorithmique, plutôt, c'est quelque chose qui est très facile qui a tendance vraiment à s'initier dans ces usages-là. Donc ça fait partie des choses qui vont être interdites. Également, la reconnaissance faciale en direct dans les endroits publics.
Ça, c'est quelque chose qui est aussi interdit, mais qui a été âprement négocié. Donc, il y a l'essentiel enfin, un certain nombre de provisions assez importantes qui sont passées. Vers la fin, il y a eu un gros débat sur savoir si les modèles de langage allaient être régulés ou pas du tout. Il y avait notamment, sous l'effet de lobbying de certaines boîtes de tech françaises notamment, donc il y a Mistral, mais aussi Aleph Alpha en Allemagne, donc quelques champions en devenir de l'IA européenne qui ont fait vraiment du lobbying très fort pour ne pas réguler les modèles de langage, ou en tout cas par les réguler par une autorégulation. Ce qui revient absolument à ne pas réguler du tout, parce qu'on a eu bien l'exemple de l'autorégulation depuis des années dans le monde de la tech, et on voit très bien que quand les boîtes de tech on leur demande de l'autorégulation, ça veut dire qu'elles ne font rien. Alors, l'argument derrière était de préserver la compétitivité technologique européenne, qui est un argument tout à fait valable, et ce il faut faire en sorte qu'on garde un écosystème compétitif en Europe, mais cela ne vient pas en fait en contradiction avec une régulation et des demandes de transparence vis-à-vis des utilisateurs, qui en fait aussi est un gage, et devrait devenir un gage de qualité dans l'écosystème. Donc, il n'y a pas de raison que ça vienne en contradiction. Donc voilà, aujourd'hui, ils en sont à la négociation des détails, des détails techniques dans lequel, en fait, beaucoup de choses peuvent encore se jouer de cet AI Act. Moi, une des choses qui m'inquiète, et si jamais tu me dis là, qu'est-ce que je ferais, c'est qu'il y a pas mal d'exclusions qui ont été mises en place. C'est-à-dire qu'on a interdit certains usages, et ensuite on a des exclusions en disant, bon, ça, il n'y a pas le droit de le faire, sauf dans certains contextes, notamment les contextes militaires. Ou alors, il y a deux contextes, notamment, il y a les contextes militaires et les contextes de polissage de migration. Donc ça, c'est deux trucs, on a dit, bon, il n'y a pas le droit d'utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les gens de cette manière, sauf si c'est des migrants à la frontière, notamment. Ça, moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez inadmissible et n'a pas lieu d'être. Surtout qu'il y a aucune, enfin, dans beaucoup de cas, quand l'intelligence artificielle a été utilisée pour prendre ce genre de décision, on voit que c'est aussi là où on reproduit des discriminations et des biais, et que ce n'est pas la manière la plus efficace de donner un jugement équitable et juste, en fait. Et il en est de même pour les décisions, enfin pour les algorithmes militaires, encore plus, parce que là, il est question de vie ou de mort. On voit notamment là en ce moment quand dans le conflit à Gaza, l'armée israélienne fait usage massivement d'intelligence artificielle pour faire des bombardements soi-disant ciblés, qui sont notamment responsables de la motivation d'énormément de frappes sur des civils. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait problématique, et où j'aimerais qu'on prenne justement cet exemple pour montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire, et que ça devienne un argument pour montrer pourquoi justement c'est d'autant plus important d'avoir des demandes de transparence et de la régulation sur le système d'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit d'opérer des systèmes qui vont ensuite servir à tuer des gens et potentiellement des civils. Donc ça, on va dire, c'est les deux gros points sur lesquels il resterait encore pas mal de progrès à faire. Marc, merci beaucoup, c'était passionnant. C'est parfait. Et je te remercie à toi pour ces très bonnes questions.